Si nous-mêmes, on n'est pas convaincus que la CEDEAO nous est utile, comment on peut demander à la CEDEAO d'aller combattre le terrorisme encore que les estimes existent déjà? Donc il faut que les leaders politiques africains, ivoiriens notamment, aient un discours clair vis-à-vis des coups d'État. Vis-à-vis des coups d'État. Ce sont les coups d'État qui mettent la CEDEAO en péril et qui mettent nos populations en péril. Et ces coups d'État ne sont pas faits pour arranger les choses, pour nous aider dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Bien au contraire. Vous avez vu, le Mali s'est retiré du CSL, chasser l'ONU, chasser la France. Vous savez que ces opérations ont un coût. Est-ce que nos pays, même si aujourd'hui on décide de se mettre ensemble avec la CEDEAO, mais est-ce que nos pays ont suffisamment de moyens pour lutter contre ce terrorisme aveugle, une vraie nébuleuse? Non. Il faut, non seulement c'est vrai que la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi nos partenaires. Le terrorisme est un fléau mondial. Il faut accepter que la réponse soit mondiale. Voilà. Très bien. Evans? Oui, ici je pense que le président Gbagbo a dit quoi? Il a dit que il faut que les chefs d'État en fait arrêtent de prendre des décisions ou de menacer ceux qui sont au pouvoir par les armes. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent. En qu'est-ce qu'on fait de... Non, je viens. S'il vous plaît, Guillaume, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Pourquoi les applaudissent? Non, Guillaume, s'il vous plaît. Ici, il veut qu'on réfléchisse en disant que qu'est-ce qui se passe et puis les populations soutiennent ceux qui sont au pouvoir. Mais moi, je veux aller plus loin. Parce que quand il dit que il faut que comme ça, la CEDEAO s'organise pour avoir une force, c'est déjà bien. Mais pour moi, en fait, c'est le phénomène des djihadistes tel que ça se présente chez nous. Qui est derrière les djihadistes? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que... Qui est derrière? Vous avez des révélations à nous faire, peut-être? Tu as vu qui? Non. Guillaume, attention. Guillaume, ne me fait pas rire. Mais quand tu dis j'ai vu qui? Non. Il y a que... Si on essaie de comprendre ce qui se passe au Mali, au Niger, il y a que ce phénomène de djihadistes monté dans le noir par certaines forces, aujourd'hui se retrouve qu'être un problème pour l'Afrique, c'est-à-dire que pour ces pays. Mais en même temps, je pense que comme les djihadistes, la plupart du temps, sont eux-mêmes africains, il n'y a qu'une solution africaine, c'est de partir vers eux. Je pense même que c'est ce que le Mali veut faire pour dire que nous-mêmes, on va aller discuter avec eux. J'ai entendu Guillaume dire tout à l'heure qu'on n'a pas les moyens de partir. Donc, il faut qu'on traite avec les partenaires. Je suis tout à fait d'accord, mais pas d'accord qu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reste sur les Africains n'ont pas les moyens, les Africains n'ont pas les moyens. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas que les Africains n'ont pas les moyens, mais c'est qu'il faut qu'on s'organise, nous, Africains, pour aujourd'hui trouver notre solution même à ce phénomène de djihadisme. Parce que à chaque fois, on attend que les autres viennent nous donner une solution. Et partout où il y a le terrorisme en Afrique, on attend que ce soit l'OTAN, on attend, et souvent ils utilisent cette histoire même de terrorisme et autres pour régler même des cas politiques. Donc pour moi aujourd'hui c'est que les Africains à un moment donné, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou de la CEDEAO, trouvent une solution africaine au problème du terrorisme en Afrique. Il y a beaucoup de non-dits dans ce que vous dites quand même. Oui, c'est parce que... Vous faites des affirmations sans toucher du doigt les acteurs. Ça fait qu'on ne vous suit pas forcément. Arthur Manga. Voilà, je m'arrête là. Bon, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2023. Voilà, je reviens à la charge. Ça, c'est pour la politique en Côte d'Ivoire, la marmaille. Hein, la politique en Côte d'Ivoire. Djoubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Un panafricain très convaincu, je le suis, un authentique panafricain. En fait, l'actualité en Côte d'Ivoire, comme d'hab, c'est la marmaille. Vous voyez sur ce plateau, en fait, il y avait un invité de marque, je ne vais pas le nommer, c'est Afin Guessant. Bon, ça y est, il a, comment dire ça, il a fait tomber le masque, voilà. Hein, parce que ceux qui n'étaient pas au fait des choses, ceux qui n'avaient pas compris, ils étaient à se poser des questions. Maintenant, si... malgré qu'il ait fait tomber le masque, ils ne comprennent pas, bon, on ne peut plus rien faire pour eux. Bon, explication. Là, il y a plusieurs parties dans son émission à Ali Diarra-Souba. Tout à l'heure, le frère qui est intervenu, le journaliste là, je crois que c'est, pour moi, parmi eux tous, c'est le plus honnête. Voilà. Hein, parce que j'essaie de les graduer toujours. Il y en a qui sont plus honnêtes à 100%, il y en a qui le sont à 50%, il y en a qui sont... Voilà.
Maintenant, il y a 2 chiens de garde. C'est Joël Bateau, là, qui est pro Afinguessan. Hein, c'est lui qui a parlé avant le frère, là. Et puis, il y a Arthur Banga, l'autre grande gueule. C'est historien et qui est aussi chien de garde. Chien de garde du RHDP. Voilà, c'est très clair pour moi. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que sur le plateau, le frère, là, tout à l'heure, ce qu'il a soulevé, qui est très juste, hein, il dit, mais derrière les djihadistes, d'ailleurs, ce n'est même pas des djihadistes, ce sont des terroristes, voilà. Donc, derrière eux, il y a une force étrangère. Hein, et il n'a pas la force de dire que c'est la France. C'est ça, le problème. Mais eux, tous, ils savent que c'est la France. Mais comme c'est tabou en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils risquent, au meilleur des cas, de ne plus être invités. Au meilleur des cas. Hein. Maintenant, au pire des cas, il risque d'avoir une poursuite, oui, une chasse aux sorcières qui serait organisée contre lui. C'est pour ça qu'il n'ose pas aller jusqu'au bout. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Vous voyez? Parce qu'en réalité, on pourrait se dire, non, non, ils ne savent pas et tout. Non, 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 ils savent. Simplement, c'est des cupides. Hein, et puis, c'est des trouillards. Parce que moi, ce que je leur préconise, c'est que je dis quand M. Ouattara ne sera plus au pouvoir, M. Alassane Draman Ouattara, quand il sera plus au pouvoir, eh bien, ces messieurs-là qui ont rempli les plateaux pour parler de la politique, hein, eux, en premier, il faut qu'ils changent de métier, mais radicalement. Ah oui, oui, oui. Non, parce qu'ils ont fait beaucoup de mal par rapport au fait que leur rôle, c'est d'informer la population. C'est de faire grandir l'esprit des gens. Hein? Que les gens sachent quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Mais comme ils sont des escrocs, ils sont corrompus, d'abord matériellement, et ensuite moralement, ou d'abord moralement, et ensuite matériellement. Vous voyez? Donc ils ont fait un choix. Et moi je dis ce choix-là, il faut l'assumer. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer qu'on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et que ces gens-là disent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement. Surtout compte tenu de leur qualité en tant que journaliste, en tant que, comment on appelle ça, intervenant, politique, politologue si vous voulez. Hein? C'est incroyable. Corruption à ce point-là. Et là, vous voyez, c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, parce que de temps en temps je regarde leur émission. Eh bien, quand il y a un frère comme ça, comme c'est le cas, qui dit, il y a des forces comme ça qui sont, comment dire, derrière les djihadistes, derrière les terroristes, hein, c'est purement des terroristes, il vaut mieux dire terroristes que djihadistes, c'est clair. Eh bien, les chiens de garde là, Guillaume Bateau et puis, comment dire, Arthur Banga, ils sont tout de suite, en fait, pour essayer d'impressionner, pour essayer d'intimider, c'est fait exprès. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, on a les images qu'on va garder hein, tranquillement aux archives. On va les sortir au moment venu pour dire, bon, écoutez, messieurs, vous avez fait assez de mal quand vous étiez en fonction là, hein, pendant la durée du mandat de M. Ouattara, hein, le règne de M. Ouattara. Maintenant, prenez votre retraite. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Enfin, je veux dire par là que j'étais gentil de dire ça. Voilà. Hein, parce que hein, être journaliste, c'est pas venir faire de la propagande pour dire n'importe quoi, induire les gens en erreur. Voilà. C'est incroyable. Hein. Maintenant, comme j'ai regardé un peu l'interview de M. Afinguessan, bon, c'est monsieur, ben, il est à l'image, comme je dis souvent, c'est ça aussi, en fait. Quand moi je le vois, je dis, mais il est à l'image de ces diplômés africains, hein, parce qu'il est aussi, je crois qu'il est ingénieur en télécommunication, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, hein, sa formation, monsieur Afinguessan. Et il a été ministre, a été premier ministre de monsieur Laurent Gbagbo. Mais, quand je dis qu'il est à l'image, c'est le fait que, à vrai dire, ce n'est pas des politiciens. Ces gens-là viennent pour la marmaille, ils viennent pour manger, ils viennent pour se nourrir, ils viennent pour le confort, voilà. Hein, c'est-à-dire avoir le pouvoir, et puis, comment dire ça, finir n'importe quoi, il n'y a aucune conviction, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que ce monsieur, quand on regarde les images d'archives, d'ailleurs j'ai regardé un peu l'émission de Kofi hier, le frère Kofi, et il a montré, il a rappelé là l'image où Afinguessan était interrogé par RFI, les journalistes de RFI, en 2020. Bon, donc... Et puis, c'était pendant la campagne électorale, hein, 2020, et il traitait M. Alassane Ouattara de Hitler. D'ailleurs, ça avait choqué les journalistes de RFI, là, RFI France, TV5 ou France 24, et ils ont fait exprès de le relancer, en disant, mais c'est grave quand même de le traiter d'Hitler. Et il a confirmé qu'il considérait M. Ouattara comme Hitler. Donc, je vous encourage, pour ceux qui sont assez courageux, ou qui ont le temps, il faut avoir le temps, d'aller regarder, vous tapez Afinguessan interview RFI. Vous allez voir, en 2020, voilà, donc c'est bien précis là. N'importe quoi, en 2020, il traite M. Ouattara de Hitler, et en janvier 2023, il annonce que, ça y est, il fait alliance avec M. Ouattara. C'est-à-dire que le FPI qu'on lui a abandonné, qu'on lui a laissé, il le met à la disposition de M. Ouattara. Mais en réalité, c'est une suite logique. C'est-à-dire que M. Afinguessan a été coopté depuis fort longtemps hein, par les Français, et ils lui ont fait comprendre que tu as des chances, puisque M. Gbagbo n'est pas sûr de revenir en Côte d'Ivoire. Donc c'est la raison pour laquelle il a confisqué le FPI. Il n'a même pas respecté les règlements intérieurs, notamment pour organiser comment on appelle ça,
leur réunion ou leur, je sais pas moi, voilà, hein, cuisine interne là, au sein d'un grand parti quand même. Donc voilà, hein, ils ont des grandes réunions où là, il est question de discuter des points importants, notamment de vote pour renouveler l'équipe dirigeante et tout ça. Bon, il n'a pas fait ça, hein, mais c'est volontaire. Hein, parce que, entre-temps, paraît-il que quand monsieur, à l'époque, Hollande était au pouvoir, il est allé en Côte d'Ivoire, et puis donc, voilà. Et puis tous ces gens-là, ce sont des adeptes de l'OTAN, mais surtout, ce sont des francs-maçons. Ouais. Ils sont des adeptes de la franc-maçonnerie, voilà. Finguesson compagnie, là. Il n'est pas le seul, hein. Pratiquement toute la classe politique en Côte d'Ivoire, a de très rares exceptions. Ah oui, 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 bien entendu, bien entendu. Ouais. Parce que quand ils adhèrent à ces obédiences-là qui sont complètement obscures, c'est pour prendre le pouvoir, c'est rien d'autre. Donc le pouvoir, ça veut dire l'argent, le sexe, et puis le matériel, tout. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. C'est incroyable. Là, ils l'ont chargé, hein, quand ils ont posé des questions, mais vous êtes un homme de gauche, comment ça vous retrouver? Bon, moi, personnellement, ça me gêne, là, en Afrique, à un moment donné, au XXIe siècle, de parler de gauche et droite, tout ça. Non, non. Ça, c'est des copies, hein, de l'Occident. Il va falloir maintenant que les panafricains, on vienne sur place, on prenne le pouvoir, et puis maintenant, on mette les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il est question de revoir tout ça. Ah oui, tout ça. Communiste, capitaliste, tout ça. Non, 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 non. On va mettre maintenant la sauce africaine, parce qu'en fait, tout est parti de l'Afrique, et il faut être courageux pour pouvoir soutenir ça. Parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas assez de courage. En apparence, ils peuvent vous montrer qu'ils ont du courage, mais en réalité, quand tu creuses un peu, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, courage mental, puis courage physique. D'abord mental, parce que c'est là-dessus que c'est le plus fort, le plus important. Voilà. Vous comprenez? Donc, cette situation-là, c'est quoi? C'est que M. Afinguessan, il est tranquille, et il dit, voilà, il rejoint M. Ouattara tout naturellement construire le pays. Non, en fait, vous rejoignez M. Ouattara parce que c'est la suite logique à partir du moment où, au lieu de dire, bon, tant que M. Gbagbo était à ces pays, je prends le fauteuil, et puis dès qu'il revient, allez, c'est à lui, revient de droit, puisque c'est un parti qu'il a créé. Au moment où il est créé, tu n'étais même pas là. Il n'était pas là, M. Afinguessan. Hein. M. Gbagbo a créé ça avec sa femme, et puis d'autres, Aboudraman Sangaré, enfin des compagnons de lutte. Hein. Ils ont créé ça. Hein. Ou je ne sais pas si c'était même Maître Bogadoudou, tu vois. Bon, donc, ces gens de sa génération-là, ils ont fondé le FPI, à l'époque, pour, comment dire, affronter Houphouët-Boigny. Bon. Mais là, le monsieur, entre-temps, il est récupéré, et du coup, lui, il confisque. Mais bon, le problème, c'est que, comme j'ai dit toujours, en Côte d'Ivoire, si on organise les élections régulièrement, c'est-à-dire transparence absolue, totale, le président Gbagbo, il passe haut les mains. Voilà, parce que, sur le plan politique, plus populaire que lui, tu meurs. Voilà. Mais quand le président Gbagbo, quand lui, il part à la retraite, si on finit avec le président Gbagbo, enfin, au sens de, voilà, tant que lui, il est là, c'est lui qui va remporter. J'insiste sur le fait qu'il faut que les élections soient organisées régulièrement dans la transparence, dans les pays où la démocratie, elle est en vigueur, et non pas dans ces folklores-là, dans la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, là. Voilà. Puis j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Mais j'ai dit encore une fois, on peut s'en sortir pourvu qu'on le veuille. C'est une question de volonté, une volonté politique. Tout simplement, voilà. C'est l'absence de volonté qui fait qu'on est plongé dans la servitude volontaire comme ça. Il y en a qui veulent qu'on reste là-dedans jusqu'à la fin de nos jours, alors que non. Nous, on refuse. Mais j'allais dire vigoureusement, et on refuse catégoriquement. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. Hein. Maintenant, c'est, comment on appelle ça, les panafricains qui doivent avoir le haut du pavé et avoir le droit de citer, très clairement. Hein. Parce que j'ai dit, tout ce qu'on vit là, on a d'abord vaincu ça principalement au XXe siècle, mais là, en ce début du XXe siècle, XXIe siècle, sont en train de vivre, mais c'est les héritages de Félix Houphouët-Boigny, qui est un chantre hein, de la France-Afrique, hein, de Léopold Sédar Senghor, qui encore que je ne cite pas souvent. Hein. Toute cette mouvance-là, qui étaient des gens qui ont baissé leur froc, et qui n'avaient pas le courage d'un Ahmed Sékou Touré, qui n'avaient pas le courage d'un Modibo Keïta, qui n'avaient pas le courage d'un Kwame Nkrumah, qui n'avaient pas le courage d'un Patrice Lumumba, qui n'avaient pas le courage de Sylvianus Olympio, qui n'avait pas le courage de Barthélemy Bokanda, hein, la République centrafricaine, qui n'avait pas le courage, qui je n'ai pas encore cité. Hein, tous nos pères, hein, les pères du panafricanisme, voilà, ils avaient un courage énorme, et c'est la raison pour laquelle ils ont fini par être éliminés par les adeptes de l'OTAN. Vous comprenez? Voilà. Donc là, on vit l'héritage hein, de ces gens-là. Hein, l'école de, comment dire, Monrovia. Ouais. Et il paraît que récemment, il y a le ministre des Affaires étrangères togolais, là, qui veut essayer de brouiller les pistes pour organiser un sommet là, des panafricains au Maroc en 2023. Là. Enfin, mais ils sont terribles, hein. Mais moi je dis j'accorde aucune confiance dans ces pays-là. Aucune. C'est tous des France-Africains. Hein. Maintenant, ceux qui sortent du lot, et heureusement, hein, puisqu'on a à l'ère du Verseau, on a les colonels au Mali. Voilà, chapeau bas, les frères, chapeau bas. Après, il y a le jeune frère, hein, comment on appelle ça,
du Burkina Faso. Hein? Ibrahim Traoré, voilà, très brillant garçon. Ouais, courageux, courageux. Lâche rien. Hein? Et puis, prends toujours contact direct, en 24 heures sur 24, avec tes frères d'armes au Mali. 24 heures sur 24. Voilà. Là, tu es sûr que tu vas être, rester au pouvoir longtemps. Très clairement, pour faire du bon travail, pour le peuple. Hein? Travail, hein, au nom du peuple. Travail pour servir le peuple. Et non pas servir les forces exogènes, hein? Servir les France-Africains, là. Hein? Comment dire, les adeptes de la franc-maçonnerie, hein? Toutes ces autres obédiences-là. Hein? C'est incroyable. Donc, alors, je reviens à l'émission. Monsieur Afinguessan, il essayait de répondre en disant, oui, on me fait des procès, alors qu'on sait très bien que dans le passé, il y a eu des alliances entre le FPI à l'époque avec Konan Bédié, c'est-à-dire le PDCI, et puis même le FPI avec le RDR de Alassane Ouattara et tout ça. Oui, mais en fait, il faut tirer des leçons. Voilà. Et donc, quand on tire des leçons, et puis surtout, question de génération, pourquoi toi tu veux perpétuer ça? Voilà. Les arguments, pour lui faire tomber, lui, il veut essayer de trouver des arguments là. Non, non, non. Ça a existé, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut qu'on tire des leçons. Qu'est-ce que ça a donné? Voilà. Ça nous a donné ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où je vous dis, c'est à couteau tiré. Les gens, ils ont les couteaux là sur la table, et puis chacun se regarde comme ça en chien de faïence. Chacun essaie d'attendre le moment opportun pour planquer, hein, dans le dos de l'autre. N'importe quoi. Vous pensez faire de la politique là? Non, monsieur. Je dis, vous avez des diplômes qu'on ne peut pas contester, c'est clair. En revanche, ce que je conteste, je persiste et je signe, c'est le fait que vous n'êtes pas des hommes politiques. Oui, parce que la politique, c'est autre chose. Et je dis, la jeune génération, c'est Charles Blé Goudé. Voilà, lui, c'est un politique. Très clairement. Hein, que les jaloux vont maigrir, là. C'est clair. C'est clair. Puis, quand tu écoutes les émissions là chez Kofi, les intervenants, il y en a plein là qui vont dire. Et ça, c'est toujours les pros. Il y a deux, je vous dis, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont la haine vis-à-vis de Charles Blé Goudé, c'est les pro-Gbagbo, hein, les gors là. Et puis les pro-GPS là, c'est-à-dire l'autre qui se cache, hein, dans les caves des services secrets français là. Monsieur Guillaume Soro là, Kibafouri Soro. Voilà. Alors que je dis que lui, il vaut mieux tard que jamais, qu'il vienne vider son sac. Et nous dire qu'est-ce qui s'est passé, l'envers du décor. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller prendre des armes pour tuer ses propres compatriotes, les Ivoiriens. Alors, il faut qu'il s'explique. Voilà. Ça, vous pensez bien. Et je dis, limite, comme je suis quelqu'un d'humain, je dis, bon voilà, prends ta retraite. Voilà. C'est ça. Fais-toi oublier, définitivement. Parce que tu as suffisamment ennuyé. Mais viens pas faire comme si de rien n'était. C'est fatigant. Toi et puis tes consorts, là. Hein, Niamsi, là. Peur de leur crédibilité, alors que c'est des gens qui pourraient servir. Mais j'ai dit, il y a un préalable. C'est-à-dire qu'il faut avoir une intégrité morale. Autrement, on veut duper les gens et comme on a déjà donné, c'est fini, c'est terminé. Et nous autres, justement, qui avons l'occasion de faire des vidéos, c'est le but. Mettre la lumière, le soleil, comme ça, pour que le peuple voit en direct, en live, quels sont les menteurs, quels sont les escrocs qui cachent leur jeu, et puis le moment opportun, ils vont essayer que je tourne ma veste, que je retourne ma veste. Les opportunistes, n'importe quoi. Donc, dans cette émission-là, la première partie, c'était M. Afinguessan qui était invité, et puis Joël Gbagbo, là, lui, comme il est soutien de Afinguessan, il était dans les coulisses. Et quand M. Afinguessan a fini avec lui pour l'interview le concernant, ouais, c'est ça, puisqu'il était venu pour confirmer qu'il est en alliance pour les élections qui viennent là. Hein. Il va y avoir en 2023 l'élection des municipales, hein, pour les mairies là, et puis aussi pour les élections régionales, je crois. Bon. Donc lui, il sait très bien que, comme dit le président Gbagbo, il a bien résumé, il a dit prends l'enveloppe vide. Évidemment, parce qu'en réalité, tu ne peux pas faire le poids. Le charisme que a le président Gbagbo, tu ne peux pas. Il n'y a aucun charisme à Afinguessan, c'est clair. Donc là, il ne peut que trouver refuge, comment dire, avec M. Ouattara. Ah oui, parce que ce sont eux qui l'ont manipulé, ce sont eux qui l'ont poussé comme ça en erreur. Alors que si c'était un vrai homme politique qui avait des convictions, il serait resté et donner le FPI au président Gbagbo. Et puis comme disent certains qui sont là honnêtes, c'est de dire, mais pourquoi il ne crée pas son parti? Voilà. Et quand les gens disent ça, je pense tout de suite à M. Mamadou Coulibaly. Ben oui, M. Mamadou Coulibaly, alors qu'ils sont tous là justement de la famille, la grande famille du FPI, hein, canal historique, c'est que lui, il a créé son parti. Donc pourquoi Afinguessan ne fait pas ça? Mais il ne fait pas ça parce qu'en fait, justement, celui qui va créer son parti, c'est en général ceux qui ont des convictions. Retenez-le bien. Voilà, je viens d'y penser à l'instant là. Hein. Voilà. Hein? Quand quelqu'un décide de créer son parti, il a beaucoup de convictions. Et on dirait qu'il n'y a pas que ça, c'est vrai. Mais déjà faire ça, c'est déjà, tu as franchi un palier. Or, quelqu'un comme Afinguessan, qui n'a pas le courage, qui n'a pas la force de créer son parti et qui veut, c'est pas qu'il veut, c'est qu'il a été soutenu par M. Ouattara et puis la France.
pour faire main basse sur le FPI, mais ça veut dire qu'il n'a pas de conviction. Tout ce qu'il a comme conviction, c'est plutôt la cupidité, l'argent, avoir le pouvoir, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de conviction réelle pour défendre l'intérêt général. Zéro. Ça, c'est clair. Là, il défend sa peau, là. Parce que il se bat là maintenant, jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à la politique, en tout cas, jusqu'à la fin de ses jours. C'est comment préserver ce petit mandat-là qu'il a en tant que président de région. C'est même pas sûr qu'il va le garder à l'avenir. Hein. Non, c'est pas sûr. D'ailleurs, ce n'est pas Le Pen qui se met à au RHDP. C'est clair. Ah, il est sûr que s'il ne faisait pas cette alliance-là, les élections qui venaient, il allait être balayé. Il n'allait pas avoir un mandat de maire, il a encore moins un mandat de conseiller, de président de région. Vous voyez? Donc c'est pour garder ça uniquement, je vous dis, je fais le pari. C'est pour ça que... Donc il s'est protégé, quoi. Mais vous vous rendez compte? Alors que normalement, pour moi, je vous dis, ceux qui font de la politique au sens noble du terme, on vient pour défendre avant tout l'intérêt général. Voilà, c'est ça qui prime. Autrement, allez faire autre chose. Lui, par exemple, il est ingénieur en télécom. Ben, vas-y, tu peux proposer tes services à, comment dire ça, des sociétés privées, et puis tu serais un cadre supérieur avec un bon salaire, et puis tranquille. Mais non, non. Hein? Bon, c'est la difficulté, je suppose. En fait, j'espère que c'est un passage, hein. En Afrique, où il y a beaucoup de gens comme ça, qui ont des diplômes, et puis ils estiment qu'ils sont légitimes pour faire de la politique. Ça, je vais répéter ça tout le temps, parce que je dis que quelqu'un me démontre le contraire. Voilà. Mais moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je dis, je suis tellement convaincu de ce que je dis, c'est que je dis, toi, maintenant, amène tes arguments. Et on va les confronter. Hein? On va voir qui est-ce qui dit vrai. Qui est dans du bluff, qui est dans du déni, qui est dans du mensonge. Puis j'ai pas le temps. C'est ça, je dis, j'ai pas le temps. Si t'as pas compris, allez, assieds-toi et prends des cours. Ah oui, c'est clair. Parce que je dis, moi, il y a des domaines où je suis pas bon et je fais pas le malin. Voilà, je sais là, je mets en avant, quand il voit un frère qui est bon, je mets en avant. Je dis, il faut le soutenir parce que lui, s'il s'en sort, on va gagner un peu nous tous. Mais le problème chez nous, c'est que la jalousie fait qu'ils n'ont pas cet état d'esprit-là. Voilà, beaucoup, hein. Bon, il y en a qui, on se ressemble, heureusement, mais oui, il y a des frères qui me soutiennent là-bas. Donc j'ai dit, non, mais franchement, on est en retard à cause de ça, hein. C'est pas autre chose. Et il faut le comprendre définitivement parce qu'on part y s'assister tout le temps, c'est ça qui est fatigant. Mais ça y est, c'est tellement ancré en eux que c'est difficile, bon, on est obligé. Donc on y va. Quand ils arrivent maintenant sur le deuxième sujet, ça concerne en fait la visite qu'a effectuée le président Gbagbo récemment là, dans une ville de Côte d'Ivoire. Hein? Bon. Et le président Gbagbo, il a tenu un discours comme d'habitude, parce que lui c'est un homme politique de première classe, hein? Voilà, authentique. Et par contre, cette fois-ci, ce que j'ai apprécié, c'est que il a eu beaucoup d'égards pour les colonels au Mali et puis le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Non, parce que je me souviens, quand il avait fait une de ces conférences-là, il y a combien, 3 mois ou je sais pas, et puis il ironisait sur le nom du colonel Goïta, Assimi Goïta. Et là, je dis, mais ça veut dire quoi? Et quand je réfléchis toujours à mon petit niveau, je dis, mais non, leur problème, ils sont jaloux des jeunes gens. Ah oui, pourquoi? Mais parce que eux, quand ils avaient les choses en main, ben, il fallait être pro, fallait bosser 24 heures sur 24. Oh là non. Limite, ce à quoi ils me font penser, je dis quand ils ont pris le pouvoir, c'est un peu comme s'ils ont gagné au gros lot. Le loto. Parce que moi, je dis, moi personnellement, franchement, il faut que je gagne une somme, mais énorme pour que je sois perturbé. Sinon, normal. Hein, la sérénité, hein, comment on appelle ça, lucidité, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qui c'est qui fait quoi, surveiller. Voilà. Oh là, c'est pas le cas. Voilà, les mecs étaient perdus, ils ont joué à l'amateur, et ils avaient en face d'eux des professionnels laminés comme ça, et puis hein, arrêtés. Hein, et puis je vous dis qu'ils l'ont arrêté. Je répète encore, ceux qui font la sourde oreille ou qui... Voilà. C'est mon point de vue, hein, puis je ne suis pas le seul à y penser. Le président Gbagbo, les Français estiment que c'est pas quelqu'un de dangereux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas éliminé. Comprenez-le. Ceux qui le soutiennent, les gors, là, eux, ils disent non, il a la baraka. Même pas du tout. Ils pouvaient en finir avec lui. Et puis quand je donne ces arguments-là, je dis mais c'est du bon sens. Ils ont fini avec Muammar Kadhafi. Est-ce que vous croyez que le président Gbagbo était plus équipé que Muammar Kadhafi? Ils ont fini avec Saddam Hussein. Vous croyez que le président Gbagbo il était plus fort que Saddam Hussein? Ils ont fini avec qui encore? Donnez-moi les noms. Voilà. Non, c'était pas compte tenu de ça. J'ai dit non. Lui, par contre, qu'ils l'ont observé, ils ont dit non, il n'est pas dangereux. En revanche, ils n'ont aucune confiance en lui. Et c'est pour ça qu'ils lui ont fait payer cette humiliation-là. Hein? Retransmis en mondiovision, ils l'ont enlevé là, il restait avec ça. Quand tu es humain, tu ne peux qu'être touché. Voilà. Mais là, ce qu'ils ont fait au président Gbagbo, c'est tous les Africains qu'ils ont humiliés. Voilà. Quand tu es noir dans le monde entier, c'est toi qui l'ont humilié. Il n'y a rien d'autre. Eh oui. Hein? Rappelez-vous, comment il s'appelle? Ça, c'est une petite parenthèse. Dadis Camara. Alors ça me gêne là, les procès qu'il y a en Guinée là. Parce que je dis bon, pourquoi la France n'est pas convoquée à ces procès là? Pourquoi? Alors que la France, elle a les Bernard Kouchner là. Pourquoi ils ne sont pas invités là-bas? Pourquoi ils ne sont pas convoqués là-bas? Bernard Kouchner, hein? Parce que lui, il était très ami avec l'autre qui est parti là. L'ancien président là. Condé, voilà. C'est même lui-même qui a fait tout pour qu'il soit au pouvoir. Bon. Donc, je dis, ce qui me dérange, c'est le fait que, toujours entre nous, Africains, voilà, on fait du spectacle. Beaucoup n'ont rien compris, mais c'est pour ça que je parle de la zone des aliénés. Alors, la Guinée n'est pas dans le CFA, c'est clair. Hein, la Guinée qu'on a créée, parce que le président Sékou Touré, le courage qu'il avait, bon, il est parti très tôt. Mais le problème, c'est que, malheureusement, ceux qui viennent après, mais ils ne sont pas à la hauteur.
Alors le frère Doumbouya, le colonel Doumbouya, bon, il faut qu'il joue franc jeu comme le capitaine, le jeune capitaine au Burkina Faso. Parce que là, il est tantôt, j'ai un pied avec Goumen. Bon, alors on peut comprendre, parce que c'est vrai que ce sont eux qui l'ont mis. Mais à un moment donné, il faut s'affranchir définitivement, mec. Parce qu'on a du recul, on a suffisamment de recul, il faut y aller. Voilà. Puis d'autant plus qu'il y a une chance historique au tournant où nous sommes. Ce qui n'a pas pu bénéficier le capitaine Thomas Sankara, c'est que tu as les frères d'armes, les colonels au Mali très expérimentés, hein, qui sont là-bas. Tu as le jeune capitaine même qui est venu après toi et qui est en train d'accélérer. Donc, toi, accélère aussi clairement. Et non pas faire dans l'ambiguïté, là. C'est fatigant. Hein, bon, pas perdre du temps, là. Voilà. Bon, donc, je reviens. En fait, il faut vous souvenir, quand Dadis Camara était au pouvoir, le peu de temps, bon, comme j'ai dit, lui, son cas, c'est qu'il a voulu prendre Sankara alors qu'il n'est pas Sankara qui veut. Donc, il a humilié des chefs, des hommes d'affaires, hein, blancs, là. Je crois que c'est même des gens de l'Est. Hein, les locaux-dermes, là. Il les a humiliés. Tout ça est sur Internet. Et donc, eux, ils n'ont pas supporté ça. C'est pour ça qu'ils l'ont raté. D'ailleurs, ils ont voulu l'assassiner. Ils l'ont raté. C'est pour ça qu'ils l'ont blessé gravement. Et puis, il a été se soigner au Maroc, je ne sais pas où. Là. Et puis, là, maintenant, il est en pleine forme. Ça va, il a récupéré. Dieu merci. Dieu merci. Mais lui, c'était ça. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire qu'en fait, le président Gbagbo, quand on le met comme ça, alors qu'ils n'avaient pas besoin de nous montrer ces images-là, ils pouvaient faire l'économie de ça. Mais c'est fait exprès. Mais justement. Et depuis des siècles, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il faut comprendre ça. Ou quand tu n'as pas compris, quand tu as un frère qui a compris, ben, tu t'approches de lui, tu dis, frère, explique-moi. Voilà, puis voilà. Hein? Comme ça, dans un respect mutuel, et puis on avance. On n'a pas fait la jalousie, et puis des trucs... Mais enfin, bon, bref, c'est fatigant. Donc, je disais quoi? Je disais que, pour revenir là au débat, donc le président Gbagbo, voilà, quand il s'est déplacé là récemment, c'était la semaine dernière, alors il tient son discours, et puis en fait, d'ailleurs, il se garde de le dire sur le plateau. Eux, ils disent pas les deux choses qu'il a dit. Il a dit, il y a deux coups d'État. Vous avez les coups d'État militaires qui sont les plus connus, mais il y a aussi les coups d'État civils qui sont faits par ceux qui briguent les troisième mandats ou qui modifient hein, les constitutions à leur guise. Voilà. Ça, c'est des coups d'État. Parce que quand tu prends les grands pays, là, les constitutions, on ne les change pas point oui, point non. Voilà. Or là, eux, ils jouent les malins. Bon, ils ne sont pas libres, parce que c'est l'Occident qui est derrière, c'est la France qui est derrière. C'est pour ça qu'ils ne font que exécuter. Vous voyez, rappelez-vous, comment dire ça, le président Idriss Déby à l'époque, il a dit ouvertement, et c'est même ça qui a accéléré aussi son assassinat, c'est que il a dit ouvertement dans des interviews qu'il a accordées à RFI, il dit, mais moi, il fut un temps où j'en voulais plus, enfin, je ne voulais pas être président. Il dit, non, tu vois, il dit même que, lui-même dans l'interview, il dit qu'ils ont amené des spécialistes pour modifier sa constitution, malgré lui, voilà. Comme dit un cycliste là, qui était connu, à l'issue de son propre gré. Mais n'importe quoi. Vous voyez, donc il y a tout ça, bon. Donc là, le président Gbagbo, voilà, qu'est-ce qu'il dit dans son discours qu'il a prononcé lors de son déplacement, que voilà, il faut comprendre pour quelles raisons les colonels au Mali ou le capitaine, au Burkina Faso, ils sont soutenus par le peuple. Il faut chercher à comprendre. Donc lui, en tant qu'homme politique très fin, voilà, il essaie d'amener sur le terrain de la réflexion. Et que s'il y a le peuple qui les soutient, donc on ne peut plus parler de coup d'État. On parle plutôt de révolution. On parle de coup d'État que quand le peuple est contre les gens qui sont au pouvoir. Et eux, ils règnent par les armes. Or, dites-moi, est-ce que les Maliens règnent par les armes? Les gens circulent tranquillement dans tout le Mali. Enfin, je veux dire, les gens qui sont pacifiques, hein, ne sont pas avec des armes, ne sont pas des terroristes. Voilà. Mais tous ceux qui jouent les terroristes, on les neutralise, ce qui est normal. Parce qu'eux, ils viennent pour mettre en danger la vie d'autrui. C'est ça qu'il faut dire. Et pareil au Burkina Faso. Vous voyez? Donc, évidemment, ça les arrange de faire cette confusion-là. Et comme il y a beaucoup qui ne sont pas informés, beaucoup qui ne sont pas avertis, eh bien, ils plongent dedans et puis, voilà. Mais je vous dis, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Eh bien, ceux qui veulent s'informer, qui sont honnêtes, ils peuvent le faire à volonté, à son rythme, tranquillement. Parce que ça n'a pas toujours existé, Internet, on est d'accord. Voilà. Donc, sur le plateau de LCI, là, avec Ali Garassoua, eux, par contre, ils insistaient, les chiens de garde, là, Bateau et puis son jeune frère Atu Banga, là, hein, PDCI. Eh bien, eux, ils insistaient sur... ou au fautiste. Alors, voilà, et puis lui, il expliquait que c'est pas sa famille, mais n'importe quoi. Bon. Donc, eux, ils vont insister sur les coups d'État militaires. En disant que oui, c'est scandaleux. Bon. Mais à aucun moment, ils vont parler du fait que ceux qui ont modifié comme M. Ouattara, justement, la Constitution, c'est un coup d'État. Non, ils ne parlent pas de ça. Et c'est profondément malhonnête. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, le moment venu, il faut qu'il change de métier. Voilà. Et je vous dis, je suis gentil de dire ça. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Non, mais c'est fatigant. Vous vous rendez compte? Des choses aussi simples. Mais là, c'est même pas qu'ils savent pas, ils savent. Parce que je vous dis, quand le frère, là, il parle, et puis tout d'un coup, il lui tombe dessus, mais c'est vraiment l'intimider. Voilà. Pour l'intimider. Alors, tu en sais des noms? Mais non, mais calmez-vous. Vous en savez tant que moi. Bon, c'est vrai que le frère, bon, je peux le comprendre, hein, parce que c'est ça. Mais c'est terrible. Là, on est tous témoins, là. Regardez les images, prenez ceux qui ont le temps de regarder. Voilà.
Donc, ce que je voulais dire, voilà, pour avancer, c'est que le président Gbagbo, quand il apporte son soutien finalement au colonel au Mali et puis au capitaine au Burkina Faso, mais moi je dis il peut aller plus loin, parce que justement, lui, c'est parce qu'il ne va pas plus loin, c'est pour ça que les Afin Guessan, les, comment on appelle ça, journaleux, là, les commentateurs, ils font le malin. Et au-dessus d'eux, les Ouattara et puis les Français. Mais aller plus loin, c'est quoi? Mais je vais redire toujours ma préconisation. Ben écoutez, que quelqu'un trouve mieux que ce que je dis là. Je suis désolé, je dis je suis fair play. Fair play, ça veut dire qu'en fait, moi j'ai l'esprit sportif. Si t'es bon, je dis t'es bon mec. Puis chapeau. Mais quand t'es pas bon, je dis faut pas perdre du temps des gens. C'est ça qui me fatigue. Voilà. Donc je dis voilà, il faudrait que le président Gbagbo dise au président Henri Konan Bédié, tous les deux, en 2023 là, ils tiennent une conférence de presse qui sera la plus courte de leur histoire politique. La plus courte. Et là, c'est pour gagner du temps parce qu'on a assez de recul. Quand tous les journalistes là sont réunis, journalistes ivoiriens, journalistes africains, journalistes français, il ne faut pas oublier les Français, il faut les mettre même à la première chaise, premier rang. Et puis ils annoncent, tout simplement, nous, président Gbagbo, nous, président Henri Konan Bédié, nous vous avons convoqué pour vous dire tout simplement que, compte tenu de nos expériences respectives, nous avons décidé de dire ouvertement à qui veut l'entendre que nous n'en voulons plus de l'impérialisme, nous ne voulons plus du colonialisme et nous n'en voulons plus de la France-Afrique. Fin de la conférence de presse. Vous pouvez rentrer chez vous ou aller vaquer à vos occupations. C'est tout. Et là, à partir de ce moment-là, je dis que la jeunesse africaine en général et la jeunesse ivoirienne en particulier auront compris. Hein? Oui, compris le message. Et maintenant, ils vont se charger du service après-vente. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Non, c'est gratuit. Bon, donc, c'est ça en fait. Il n'y a rien d'autre. En fait, chacun de nous a une énergie qui lui est propre. Et que par conséquent, il y a des domaines où tu es bon en menuiserie, en architecture, en couture, qu'est-ce qu'il y a encore? Cuisine, gastronomie, qu'est-ce qu'il y a encore? En droit, pour être avocat ou pour être juge, juriste, pour être médecin, pour être chirurgien, tout ce que vous voulez. La nature, elle a bien fait les choses à ce niveau-là. Tout le monde est doté de cette énergie-là pour essayer de briller dans ce... Mais ce qui est fatigant, c'est qu'il y a des gens, ils savent que dans le domaine, ils ne sont pas bons, mais ils se tiennent pour... Surtout que n'importe qui veut faire de la politique. Mais non. Il faut que tu sois animé pour servir l'intérêt général. Voilà, c'est hyper important. Il faut que l'intérêt général soit au-dessus de tout. Mais si ce n'est pas le cas, va faire autre chose. Parce que justement, il y a plein de choses à faire là. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et de dire qu'on reste toujours dans la marmaille ivoirienne. Les gens ne comprennent pas. Alors, il ne faut pas que j'oublie de signaler la visite justement de M. Ouattara. M. Ouattara est venu à Paris, voilà. Je crois que, je vais vous dire, Paul Biya est le président africain, zone francophone, là, parce que les anglophones, je connais un peu moins. Mais francophone, voilà. Déjà, on a du travail, alors vous pensez bien. Donc, je crois que Paul Biya, peut-être ces derniers temps, avec son âge, il vient un peu moins. Puis, il a la brigade anti-Sardina, voilà. Eux, ils rigolent pas. Ce sont eux-mêmes qui ont écourté son séjour en Suisse. Mais sinon, vous revenez, on va dire, 10 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, mais Paul Biya, c'était le président africain, mais qui venait pendant des mois et des mois en Suisse, en Europe ici, tranquille, et couché en villégiature. Voilà, il vit sa vie, et puis pendant ce temps-là, les Camerounais meurent de faim, ils meurent de soif, ils n'ont pas d'éducation, rien, ils n'ont pas à se soigner, rien. Et puis là, il dit, il n'y a même pas des conseils des ministres, c'est vous dire, bon. Donc là, ce qui se passe, c'est que M. Ouattara vient en deuxième position pour moi, c'est-à-dire des présidents africains, francophones, qui viennent comme ça en permanent en Europe. Je veux dire, lui, il vient en Europe, comme moi, je prends le métro pour changer de station, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, par exemple, vous voyez. Mais là, sa dernière visite, les images sont très fortes, elles sont parlantes. Regardez quand il a la collade avec monsieur Macron. C'est terrible. En fait, il se congratule. Ça aussi, c'est pareil. Certains diront, mais ça, c'est ta version. Mais bien entendu, chacun nous a une version. Maintenant, j'ai dit concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà, on y va. Moi, de mon point de vue, quand je regarde les images, je crois qu'il se congratule. Il y a l'histoire des 46 Mercedes, des 49. Bon, 49, bon, il y a les trois dames qui sont parties, enfin, qui ont été libérées très tôt. Mais les 46, là, qui étaient gardées, qui ont été jugées, eh bien, la France a fait des pieds et des mains pour qu'ils soient libérés. C'est une honte. Ils étaient partis pour assassiner les Maliens en général et les colonels en particulier, et puis ils ont échoué. Vous comprenez? Et donc, quand ils se congratulent comme ça, là, se parler dans l'oreille, bienvenue. Non. En fait, avant même qu'il arrive, il y a l'ordre du jour. Avant même qu'ils prennent l'avion pour quitter Abidjan pour arriver, il y a l'ordre du jour. Donc, voilà, ils savent pour quelle raison ils se rencontrent. Et heureusement. Bon. Donc, moi, quand j'observe, voilà. Ils sont en train de se féliciter. M. Macron félicite M. Alassane Ouattara d'avoir réussi à finalement obtenir la libération des 46 Zozo, les mercenaires là. Et puis lui aussi, M. Ouattara dit merci à, M. Ouattara, enfin M. Macron d'avoir gardé patience. Parce que
là, ils ont déjà prévu qui est-ce qu'ils veulent mettre à sa place. Sauf que lui, il a un bras de fer avec eux. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées. Donc, voilà. C'est Tidiane Thiam qu'ils aimeraient bien prendre la place, mais voilà. Donc, il travaille à fond là-dessus. Lui, il fait tout pour leur dire non, non, laissez-moi mourir au pouvoir, parce que sinon je suis foutu. Donc, il est dans ce truc-là avec eux. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, la congratulation. Hein. Alors, évidemment, ils ont parlé du Burkina Faso, mais je crois que l'histoire de la libération des 49 Zozo, hein, voilà, les 46 Zozo, c'est vraiment ça qui, quand ils sont attrapés comme ça. Parce qu'en plus, M. Ouattara a l'habitude de venir, mais c'est une des rares fois comme ça où c'est très très chaleureux, mais parce qu'ils reviennent de loin. Mais les colonels, eux, ils ont le dossier en main. Et ils demandent au Conseil de sécurité de mettre ça à l'ordre du jour. Et du coup, les Joël Bacteux, les Arthur Banga, ils sont pas au courant de ça. Mais c'est impressionnant. Et je dis, je sais qu'ils sont au courant de ça. Simplement, ils n'ont pas le courage de nous autres. C'est ça leur problème. Mais je dis, mais écoutez, messieurs, le moment viendra où vous devez changer de métier radicalement. Allez faire autre chose. Hein. Voilà. Allez faire autre chose. Voilà. Dans le domaine intellectuel, il n'y a pas que être journaliste. C'est incroyable. Font exprès, font exprès. Je vous dis là, j'ai fait exprès de vous. Voilà, la partie que je vous ai montrée là. Mais j'ai mis le doigt là pour vous dire, voilà, c'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est tabou de dire que ce sont les Français qui sont responsables, les dirigeants français, l'oligarchie française, qui est responsable du malheur de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est tabou. On le dit facilement sur les plateaux d'Afrique Média, évidemment. Et puis, étonnamment, un peu au Togo, sur les plateaux, certains plateaux de télévision. Mais sinon, en Côte d'Ivoire, ah non, non, non. C'est tabou. La France, il ne faut pas toucher. En tout cas, tant que M. Ouattara et tout s'explique, bien entendu. Et ça fait pitié, c'est pitoyable. C'est même pathétique. Et ah oui. Parce qu'on a les éléments, en fait. Je veux dire, on est témoin. Donc, c'est quoi votre truc, là? Vous êtes ringard, vous êtes ridicule. Et je dis attention, le ridicule il tue à petit feu, hein. Attention, ça dépend des personnes. Je vous dis, c'est un peu comme l'histoire de, comment on dit à certains, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Non, en fait, il y a des gens, ils vont prendre 2 verres, ils sont tranquilles, alors qu'il y en a d'autres, il faut qu'ils aient pris 10 verres, voilà, pour que, voilà. Donc si tu comprends cette logique-là, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc pareil pour le ridicule. Chacun, on est tous différents, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent résister, mais même s'ils sont bouffés, mais il y a des gens qui ne peuvent pas résister. C'est pour ça qu'ils vont céder beaucoup plus vite que d'autres. Voilà. Mais sinon, quoi qu'il en soit, j'ai dit, je fais tomber le truc qui consiste à dire le ridicule ne tue pas. Tue pas immédiatement, c'est sûr, mais il tue à petit feu. Voilà, donc comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, là encore, prenez ça gratuit. Donc voilà, hein, je n'ai pas encore oublié que je n'ai pas pu dire, parce que voilà, quand je vais couper après, je vais me rappeler, je vais dire, bon, mais cela dit, je reviendrai, hein, tout naturellement. C'est un plaisir, c'est une thérapie pour moi que de faire ces vidéos-là pour expliquer à qui veut l'entendre, à qui veut bien, hein, quel est mon point de vue sur l'actualité, les relations entre la France et l'Afrique. Hein, voilà. Et on a un tournant très intéressant, bien entendu, parce que j'ai fait une vidéo hier où j'ai parlé de, comment on appelle ça, régime des retraites et tout. Hein, et même aujourd'hui, ils sont en plein défilé là, en train de manifester. Mais il y a un truc que j'avais oublié de préciser, c'était les parlementaires français, c'est-à-dire les 577 députés et puis les 348, si je ne me trompe pas, au niveau du chiffre pour les sénateurs, hein, et puis aussi certains maires des grandes villes là. Eux, qu'est-ce qu'il en est de leur retraite? Voilà, ça, ce serait intéressant de plancher là-dessus. Tout est disponible sur Internet. Hein. Et c'est là où on va se rendre compte, même sans aller poursuivre comme ça en profondeur, que, en fait, ce sont des privilégiés. Nous sommes au XXIe siècle, un pays qui parle de liberté, égalité et fraternité. À quel moment il y a égalité? À quel moment il y a fraternité? Avec une liberté surveillée. Donc voilà, tout ça, c'est du flanc, comme dirait un collègue à moi. Merci à vous tous pour votre attention, et puis on lâche rien. Et comme j'ai pour habitude de dire, que c'est bien entendu nous qui avons raison. Voilà.